Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Avant de commencer vraiment la vidéo, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez louper vraiment aucune vidéo de la formation. Donc en ce moment, il y a des petits soucis sur YouTube, des personnes qui se font automatiquement désabonner. Donc n'hésitez pas à checker ça de votre côté si vous voulez vraiment suivre en intégralité toutes les vidéos qui vont sortir. Je rappelle qu'il y en a une qui sort le jeudi toutes les semaines, le dimanche également toutes les semaines, et le mardi soir toutes les semaines en direct donc sur YouTube le mardi. C'est un live où je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas à passer faire un tour si vous avez des questions. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler tout simplement des modifieurs. Je dis tout simplement, mais c'est quand même un vaste sujet, j'en ai jamais parlé dans ma formation. C'est quelque chose, pour faire simple, pour résumer, qui permet de rajouter des fonctionnalités, des modifications sur des objets. Et on pourrait apparenter ça du procédural parce qu'on va avoir des paramétrages qu'on peut modifier en temps réel pour voir un petit peu l'impact que ça va avoir sur notre objet. Donc je vais considérer que vous n'avez jamais utilisé ça parce qu'on n'en a pas parlé dans la formation. Donc je vais sélectionner le cube de base qui est un objet de type maillage. Donc c'est important parce qu'en fonction du type d'objet que vous allez sélectionner, vous allez avoir plus ou moins de modifiers qui vont s'offrir à vous. Donc je sélectionne mon cube. À droite, je vais cliquer sur la clé à molette. Je peux agrandir un petit peu. Donc la clé à molette, comment elle s'intitule? C'est le Modifier Properties. Et là, on s'aperçoit qu'on a une fenêtre qui par défaut est vierge. Donc ça c'est très bien parce que ça nous indique qu'on n'a pas de modifiers qui ont été appliqués sur mon objet. Bah oui, c'est normal. Par défaut, il n'y en a pas. Blender, il ne va pas les faire pour vous. Donc, c'est à vous de les rajouter. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Il vous suffit de cliquer sur Add Modifier et là, vous avez la liste qui apparaît. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, je ne ferai pas une vidéo indépendante sur chacun des modifiers. Je vais faire une petite série de vidéos où je vais vous présenter les principaux. Donc, aujourd'hui, on va voir le Array. Je parlerai potentiellement du Bevel, du Boolean, du Mirror, du Screw. Bon, il y en a pas mal. Vous voyez, beaucoup trop même. Je ne vais pas tous pouvoir vous les présenter individuellement comme je vous ai dit. Donc Blender a fait un choix qui est vraiment très bien de les classer par catégorie. Donc on a des modify qui vont permettre de modifier certaines propriétés de l'objet. On a du generate qui va permettre de générer certains paramétrages, certaines matières sur un objet, certaines topologies. Donc ça c'est assez intéressant. On a du deform qui va permettre directement de déformer mon objet en fonction de paramétrages. Et on a du physics. Le physique, je le mets un petit peu à part parce que c'est plus ce qui s'apparente à de la simulation, mais peut-être qu'on en parlera dans la formation, je ne sais pas encore. Donc aujourd'hui, on va voir le Array. Quand je vais cliquer là-dessus, il va se passer deux choses à l'écran. Je clique. La première chose, c'est celle-là. Ça a rajouté un panneau de type Array avec différents paramétrages. Donc sachez qu'à droite, c'est une liste de modifiers qui va s'afficher. Je ne suis pas obligé d'en mettre qu'un seul. Je vais pouvoir rajouter 50, 60, 10, 3, 4 modifiers si j'ai envie. Et leur position dans la liste va être très importante parce que Blender va les exécuter de manière séquentielle. Donc d'abord le premier, ensuite le second, ensuite c'est le troisième, quatrième, etc., etc. Donc aujourd'hui on va travailler avec un seul modifier pour que vous puissiez vraiment comprendre le concept. Et ensuite quand on aura vu plusieurs, notamment quand on fera le TP, donc on mettra en application tout ce qu'on a vu dans le modifier, qui sera la modélisation d'un tonneau. Donc vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe que la table, mais j'étais obligé de voir les modifiers avant de vous parler de ça. Mais vous allez voir qu'on va en rajouter plusieurs, et le sens aura vraiment une importance. Donc il s'est passé deux choses à l'écran, comme je vous ai dit. D'abord ça a rajouté ça, et ensuite on a l'impression qu'il a étiré l'échelle, la taille de mon objet, de mon cube de base. Alors ça c'est ce qu'on pourrait croire, mais c'est pas tout à fait le cas. En fait Blender, il a fait un tableau d'objets, d'où le terme array. Si on veut traduire ça simplement, on pourrait dire que c'est un tableau. Donc en fait, Blender, il va faire des duplications. Alors comment je sais que là, mon objet, c'est pas un seul objet qui a été tiré? Mais parce que si je passe en mode édition, on voit qu'on a ça. On a mon cube de base, effectivement, qui est éditable, et on a cette partie-là que je ne peux pas sélectionner par défaut. Sauf si j'active une petite option qui est ici, on cage, qui me permet de sélectionner effectivement. Mais là, je ne vais pas l'activer exprès pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. En fait, ces quatre boutons qui sont ici permettent d'activer le modifier selon différentes vues. Donc on pourrait l'activer ou le désactiver en edit mode. Donc là, si je passe en mode édition et que je clique ici, vous voyez, j'ai pas ma duplication qui apparaît. Et je pourrais également le désactiver dans la vue 3D ou dans le rendu. Donc ça, c'est pour des questions d'optimisation. On va pas trop s'y attarder aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Vous pouvez choisir dans quel cas vous voulez afficher ou non le modifier. Donc là, si je passe en mode édition, quel est l'avantage de ce modifier-là? Si je sélectionne par exemple cette face, que je fais, donc je vais juste en haut à droite, hop là, activer le cavity pour avoir plus de relief dans ma topologie. Si je fais I pour insérer une face et une extrusion, vous voyez qu'automatiquement, ça va se répercuter sur mon objet. Donc ça peut être pas mal, mais vous vous dites peut-être, je vois pas trop l'utilité. Mais sachez que ça peut être très utile si par exemple vous modélisez la façade d'un bâtiment où vous avez 20 fenêtres, plutôt que modéliser 20 fenêtres, déjà, ça on le fera jamais. Plutôt qu'en modéliser une et la dupliquer à la main, on le fera jamais également parce que
Une fois qu'on l'a dupliqué, la position est fixe, alors que là, vous allez voir qu'on peut vraiment tout gérer en temps réel, et c'est vraiment très bien. Et si je veux appliquer la modification sur une fenêtre, par exemple, mais ça m'évite de le faire 50 fois. Donc quand je veux le faire sur un objet, l'objet source de référence auquel j'ai appliqué mon modifieur, ça va s'impacter automatiquement sur toutes les duplications qui ont été effectuées. Donc ça, c'est très intéressant. Là, vous voyez, si je repasse en mode édition, que je refais une insertion et une petite extrusion comme ceci, ça va automatiquement le faire là. Donc ça, c'est pas mal. Comment Blender il calcule tout ça? Parce que derrière, il y a un calcul. Il y a le nombre de duplications, il y a la direction dans laquelle il doit faire la duplication, et tout ça, on peut le paramétrer. Donc tout d'abord, il y a le fit type. Donc là, on va passer un petit peu les paramétrages principaux. On est par défaut à fix count, c'est-à-dire que Blender, il attend une valeur, qui a count ici, qui va être le nombre de duplications. Si je mets la valeur minimale, donc je peux pas mettre 0, vous allez voir qu'automatiquement, il va me le mettre à 1, mais Blender va faire une seule instance, donc celle de base, il va rien faire en fait. Si je le mets à 2, il va y avoir 2 cubes, 2 objets de base. Si je mets 3, il y en aura 3, etc. etc. Donc c'est pas tout à fait le nombre de duplications, parce que si je mets 2, il ne va pas en créer 2 à côté de celui de base. C'est le nombre en tout. Ok? Donc ça c'est le fix count. Je pourrais mettre 15, je pourrais même laisser enfoncer mon clic et décaler pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est assez pratique. Toujours dans les questions d'optimisation, si vous avez quelque chose de lourd, vous pouvez le masquer dans la vue 3D et l'activer dans le rendu. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre fit type? Par défaut, on a le fix count, les autres, je vais rapidement les survoler. On a également le fit length. Donc là, comment ça marche? On n'a plus un nombre de duplications, mais on a une longueur. Donc je dis à Blender, par exemple, je veux que tu me dupliques ça sur 20 mètres. Il va automatiquement faire en sorte de cadrer dans la marge que vous lui avez indiquée. Et on a également le fit curve qui permet de fit, donc de s'ajuster, voilà, je cherchais le mot en français, pardon, par rapport à la longueur d'une courbe. Donc ça peut être intéressant. On y reviendra quand on verra le modifier curve qui permet de faire suivre tout simplement la trajectoire d'une courbe à un objet. Voilà, donc en corrélant les deux paramétrages-là, on peut faire des choses assez sympas. Donc, je vais mettre en fit count et je vais en mettre 4. Voilà, comme ça on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on va changer les paramétrages d'en dessous. Donc ça c'était pour le nombre de duplications. Maintenant on doit indiquer à Blender comment, dans quelle direction il doit m'effectuer le tableau. Donc par défaut, il se fait dans l'axe des X, vous voyez. Donc ça c'est normal, parce que par défaut, on a le relative offset qui est coché. Donc il y a 3 types d'offset. Un offset c'est quoi? C'est un décalage. On a le relative offset, le constant offset et le object offset. Le plus intéressant je trouve c'est le object offset, on le verra à la fin parce qu'on va le voir dans l'ordre. Le relative offset, comment il marche? Blender m'indique 3 valeurs, x, y, z, en termes de facteurs, qui correspondent tout simplement aux axes de ma vue 3D. Du moins de mon objet. Donc pas tout à fait de ma vue 3D, mais de mon objet, parce qu'on est sur du local. Voilà, bon, ça je reviendrai par la suite si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Donc en gros, c'est pas basé sur les coordonnées globales de mon environnement, parce que si je tourne mon cube ici, ça va bien suivre ses paramétrages à lui, ses coordonnées locales. Donc ça c'est important. Donc x, y, z. Par défaut, on est à 1 en x. Ça signifie quoi? Ça signifie que Blender, en fait, il se dit, ok, j'ai mon objet de base, qui a cette dimension-là, voilà, cette échelle, et il va faire 4 duplications en fonction de ces paramétrages-là. Donc, comment il le sait? Le 4, il va le trouver ici, tout simplement, et ensuite, on a le facteur de 1. Donc 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il a atteint l'échelle de 1, il refait une duplication, ici. Puis là, à nouveau, une échelle de 1, donc il refait une duplication. Ok? Donc ça, c'est l'exemple le plus facile à comprendre, parce que quand je vais changer ces valeurs-là, intuitivement, vous allez comprendre ce qui se passe. Imaginons qu'ici, je mette 1,5. Qu'est-ce qui se passe? Blender va faire la même chose, sauf que il va écarter un petit peu nos objets. Pourquoi? Parce que facteur de 1,5, il se dit, ok, là, je suis à 1 de mon objet, à 100% en fait. Voilà, là, c'est du 100%. Et là, je vais rajouter la moitié, donc 150. Voilà, donc là, c'est plus 50%. Et en tout, ça fait bien 1,5 de l'échelle de base. Donc, il va mettre, pour faire simple, un intervalle qui correspond à la moitié de l'échelle de mon objet. Ok? Donc si je mets 2, normalement vous avez compris le système. Si je mets 2, je pourrais intercaler au milieu un autre cube, par exemple. Donc il va bien me faire une duplication avec un espace qui correspond à sa taille de base. Donc ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique si je veux quelque chose qui est disposé avec un intervalle précis. Je dis intervalle précis, mais qui est basé par rapport à la position, du moins à l'échelle de mon objet, d'où le relative offset. À ne pas confondre avec celui qu'on va voir après qui est le constant et qui permet de mettre une valeur métrique dedans,
qui peut être intéressant dans certains cas aussi. Donc ça, c'était pour le X. Je peux très bien mettre une valeur négative, -2, auquel cas il me ferait la duplication de l'autre côté. Je peux très bien mettre 0 partout, mais là, il me superposerait des objets, aucune utilité. Mais je peux surtout mettre en Y, 1.5 par exemple, et en Z. Je peux mettre 2. Voilà, et ça me dupliquerait en hauteur. Alors depuis tout à l'heure, je fais exprès de supprimer les anciennes valeurs, mais sachez que vous pouvez additionner toutes ces valeurs-là. Je peux très bien lui dire, ok, je veux qu'il y ait un offset en Z de 2, mais qu'en plus, tu me fasses une déviation en X de 1. Vous voyez? Auquel cas, ça ferait ça. Et si je mets à la fois 1 en X et en Z, ben on aura une sorte d'escalier. Donc ça peut être très pratique également pour modéliser des objets. Parce que la mode édition, comme je disais tout à l'heure, je peux continuer à modifier mes objets, et ça va impacter la suite. Donc ça, c'est très pratique. Ça, c'est pour le relative offset. Ensuite, on a le constant. Le constant, si je clique dessus, vous voyez qu'on a quelque chose d'un petit peu différent. C'est la distance. Donc là, ça va être tout simplement la distance qui va séparer mes différentes duplications. Donc si je mets 2, ben, je vais bien avoir quelque chose avec du côte à côte. Parce que par défaut, on a bien une dimension de 2 sur mon cube. Si je mets 4, vous voyez, j'ai bien 4 mètres qui va séparer chacun de mes cubes qui font chacun 2 mètres. Donc, on aura bien un espace distinct entre chaque. Donc ça peut être pratique si vous voulez des valeurs précises, numériques, métriques, basées sur des calculs physiques réels. Donc si vous voulez remodéliser une façade, vous savez qu'il y a des fenêtres tous les 3 mètres, vous pouvez mettre 3, et du coup, automatiquement, il va vous le faire. Donc là, pareil, je peux mettre à la fois du X et du Y. Du coup, j'ai différents types de décalage. Alors, ce qui est un petit peu plus complexe à comprendre, c'est que je peux activer plusieurs offsets. Je peux à la fois dire à Blender, tu me prends cet offset métrique, et réactiver en plus le relative offset de tout à l'heure, auquel cas ça fait un mélange, un petit peu, ça va rajouter des informations à l'équation, entre guillemets, un petit peu plus difficile à comprendre, mais sachez que vous pouvez le faire. Et enfin, le plus intéressant, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça permet de rajouter, entre autres, des courbures, c'est le object offset. L'object offset, ça marche un petit peu de la même manière, sauf que vous voyez que quand je le déroule, j'ai pas de paramétrage sauf le object. Mais ça va me permettre d'indiquer à Blender de définir la duplication, le array, en fonction d'un objet de référence. Donc je vais faire Shift A et je vais rajouter un empty, voilà, plain axis. Donc si je fais Z, vous voyez, il est bien au milieu. Maintenant, je sélectionne mon cube et à partir du object, je vais lui dire que l'object offset, c'est l'empty. Et du coup, c'est maintenant mon empty que je vais sélectionner qui va définir la duplication. Donc par défaut, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Mais parce que mon empty est superposé à mon cube, du coup, il va me faire la duplication dessus. Mais si je commence à décaler soit mon cube, vous voyez, soit de manière plus intuitive, si je déplace mon empty, mais ça va bien décaler en fait les duplications. Alors par défaut, si je le décale ici, voilà, vous voyez que la première duplication va être superposée à mon empty, et ainsi de suite, ça va se répercuter. Pourquoi? Mais parce que là, j'ai indiqué à Blender, entre la position de base et mon empty, il y a tant de distance, donc il va le répercuter ici, à l'infini. Enfin, du moins, en fonction du nombre de subdivisions qu'on a mis sur le cube. Et l'avantage, et là vous allez vous dire, ah oui, c'est là que ça devient puissant, je vais augmenter un petit peu le count, je vais le mettre à 10 pour bien voir comment ça se passe. L'avantage, c'est que tous les paramétrages que je vais effectuer sur mon empty va se répercuter de manière linéaire sur la suite de ma chaîne, de mon tableau. Je m'explique. Là, pour un simple changement de position, on le comprend très facilement, c'est comme si on bougeait l'offset. Maintenant, imaginons que je change l'échelle de cette optique. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, tout simplement, petit à petit, de manière crescendo, ça va réduire la taille de mes duplications. Donc là, si je fais un S, comme ceci, que je réduis, vous voyez ce qui se passe? Petit à petit, ça va réduire la taille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, imaginons que là, j'indique à Blender qu'entre cette référence-là, qui est la référence 1, donc du 100%, je passe de 100% à 0,9. Donc j'ai enlevé 10%. Ben là, il va encore enlever 10%. Ok? Là, il va encore enlever 10%. Donc petit à petit, on va obtenir quelque chose qui est de plus en plus petit. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien parce que ça peut être très utile. Et surtout, là, je vous ai montré pour le changement de taille, voilà, qu'on peut facilement voir. Ça marche également pour le changement de rotation. Donc si je fais R et X, vous voyez que ça me permet d'obtenir des choses comme ceci, qui peuvent être également très sympas. Et tout ça, je peux l'animer. Donc je peux faire des RX, des RZ également, comme ceci, et des RY. Donc ça me pourrait vraiment me permettre d'animer, ou pour faire du setup pour des animations, je pourrais faire des choses vraiment sympas. Et l'avantage, c'est que je peux par exemple faire quelque chose qui ressemble à ceci, pourquoi pas décaler mon empty, voilà, pour avoir quelque chose qui part un petit peu plus en profondeur, et je pourrais retourner sur mon modifieur, in fix count, je pourrais augmenter ceci, et vous allez voir que si je me mets par exemple en vue de face, et que j'augmente ceci, ben à l'infini, on va voir que ça fait une sorte de spirale. D'où le côté procédural, parce que c'est vraiment en fonction du nombre de subdivisions, de duplications pardon, qu'on a indiqué au Blender, et en fonction de mon empty, que tout ceci va être intéressant.
Donc vous voyez, ça peut être vraiment bien comme outil. Donc maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Donc je vais faire Alt-R pour reset les rotations, Alt-S pour reset l'échelle, voilà, et Alt-G pour reset la position. Maintenant, on peut également, donc je vais faire exprès d'étirer cet objet, voilà, comme ceci. Je vais faire CTRL-A Scale, comme ça j'ai bien appliqué l'échelle. Donc ça, vous inquiétez pas, hein. C'est pas très grave si vous n'avez pas compris, mais c'était juste pour reset tous les paramétrages. On peut également, par exemple, en passant vite dessus, décaler, pourquoi pas, mon numpty, le mettre ici, faire une rotation, et ça pourrait me permettre, vous voyez, de faire des choses qui ressemblent à ça, ce qui peut être intéressant. Et je pourrais également, en jouant un petit peu sur les paramétrages là, faire en sorte d'avoir une sorte de duplication comme ceci. Ça peut être très intéressant. Et je pourrais également, donc pareil, en jouant un petit peu sur mon numpty, avoir d'autres duplications qui peuvent ressembler également à ça. Donc vous voyez, on peut obtenir des choses vraiment sympas, voire comme ceci également. Vraiment sympa, très facilement grâce à ce modifieur Array. Et là, toujours le même avantage, je passe en mode édition, je change cette partie-là, ça va impacter partout. Donc ça, c'est très pratique et ça permet, comme je vous ai dit, d'avoir des choses qui sont un petit peu courbées, chose qu'on ne peut pas faire facilement avec le Relative Offset. Donc pareil, je peux changer par exemple l'échelle. Vous voyez, je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Donc là, avec RZ, je peux changer la rotation parce qu'il y avait des superpositions. Mais vous voyez, on peut avoir quelque chose de vraiment très poussé et pas très compliqué à faire une fois qu'on a compris le fonctionnement en manipulant l'object offset. Donc on a également l'outil merge qui permet de merger donc certaines parties qui vont se superposer. Donc je m'explique, si on fait par exemple une rotation à 360 degrés, à la fin on va avoir des choses qui vont se superposer. Même là il y a des choses qui se superposent. On peut dire en Blender, à partir d'une certaine distance, tu vas me regrouper les points. Donc ça c'est assez pratique. First and last copy, là c'est pour vraiment si vous faites un vrai 360, vous pouvez fusionner la première et la dernière copie. Vous avez également des paramétrages sur les UV pour éviter qu'on ait un effet de duplication qui s'effectue. Parce que là, si je passe par exemple, hop là, en vue matériel preview, que je fasse rapidement une texture par exemple, un checker texture, voilà, que je relie ici. Je vais juste hop là, appliquer l'échelle. Voilà. Non, je vais pas appliquer l'échelle, sinon ça va tout me changer. Mais là, on verrait peut-être une répétition dans les UV. Donc avec ça, avec le offset, on va pouvoir changer. Alors il faut bien évidemment que ici, dans le texture coordinate, je me mette en UV. Voilà. Mais on va pouvoir changer pour avoir une sorte de décalage, donc d'offset en U et en V. Donc c'est du X et Y en fait. C'est l'équivalent des coordonnées dans les UV. Et ça permet d'avoir quelque chose qui va briser un petit peu les duplications, parce que le array, sinon, il va vous dupliquer à chaque fois les UV, et c'est pas top. Et on a également l'outil cap, dont j'ai pas parlé, qui permet de mettre un objet à la fin, au début de la chaîne. Donc si par exemple, je mets, je sais pas moi, un cylindre, voilà, que je mets ici, qui va pas trop nous servir dans la vue 3D, mais ça va nous servir pour le array, je peux indiquer à Blender, ben, au début, tu me mets un cylindre, auquel cas, vous voyez, il le met ici, et à la fin, tu me remets un cylindre également, et il va le mettre pour fermer la chaîne. Donc tout en appliquant le changement d'échelle dû à numpty. Donc ça peut être également très pratique. Donc si je change un petit peu sa taille, vous voyez qu'on peut obtenir des choses assez sympas également grâce à ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le modifier array. Je pourrais en parler plus longuement, mais là c'était vraiment une introduction. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner à la chaîne pour louper aucune vidéo, à me suivre sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. J'y suis tous les soirs sur Twitch, donc si vous voulez passer, dire un petit coucou, il n'y a pas de souci, c'est dans la description. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Ciao.